chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui nous reprenons donc Chronique Arts et nous accueillons Marie-Josée Morin-Yapin dit Tikaï. Bonjour Tikaï. Wanakam à toi. Merci de nous accueillir. Nous sommes aujourd'hui à la galerie Émergence Arts où on va te laisser d'ailleurs te présenter parce que ton parcours est particulier. Donc à toi. Alors bonjour à tous les auditeurs et j'en profite comme c'est la saison des vœux, de leur souhaiter le meilleur pour 2023. Donc, eh bien, oui, c'est vrai que mon parcours est atypique parce que dès l'âge de 6 ans, j'ai eu la chance d'intégrer l'atelier de celui qui devait être mon master, un atelier d'art à Nancy. Et le nom de ce monsieur, c'est monsieur Roland Greenberg. Qui m'a pris sous son aile, donc j'avais 6 ans et quand je suis sortie de cet atelier j'avais 21 ans et j'allais découvrir la Guadeloupe. Voilà, grosso modo, on peut dire aussi c'est que comme il était un élève de Salvador Dali, il avait ce petit grain de folie et dans son atelier nous avons rencontré les gens les plus fous, les plus terribles, mais qui nous ont donné une ouverture d'esprit intéressante. Alors pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui vont aussi suivre cette émission, on t'a aussi connu dans le monde des médias. Et justement, je voulais que tu puisses nous expliquer ce parcours, comment on passe donc de l'univers de médias, de communication à artiste. Je pense que j'ai toujours été une enfant curieuse, une poseuse de questions. Et finalement, vous savez bien que la vie d'artiste, c'est pas toujours quelque chose qui nourrit son homme, en l'occurrence sa femme. Il y avait un concours pour RFO. Et puis j'ai dit, bon, allez. Et j'avais envie de voir comment c'était à la télé. Et je l'ai passé. Alors ça, il est très bien. Sauf pour tout ce qui était local, parce que je venais d'arriver, donc là on m'a dit va falloir que tu revoies tes copies. Et finalement, comme j'avais aussi été poussée à la porte de la radio, je faisais déjà de la radio dans des petites radios privées. Tout naturellement, je suis allée à RFO et je suis devenue téléspeakerine à RFO. Donc la curiosité, toujours. Alors on dit que l'art appelle à une transformation. Que penses-tu de cette affirmation ? Tout à fait. Transformation, création, oui, parce que nous avons un médium. Le médium, c'est le support sur lequel on va créer. Donc ça peut être du papier. Et puis, transformation, création, ce sont, oui, absolument, puisque on met en forme, on transforme nos pensées, nos formes pensées, et on les pose sur le médium. Oui. Alors on le verra tout à l'heure, tu vas nous présenter 2 collabs qui sont issus d'une expérience que tu as vécue durant plus d'une vingtaine d'années à la suite d'un voyage. Et justement, je voulais que tu puisses revenir avec nous pour nous dire ce voyage qui au départ était l'objet d'une étude, est-ce qu'on peut dire qu'elle t'a complètement transformée ? Alors je vais revenir à l'aspect curieux. Il y a une raison pour laquelle je suis partie. À force de poser des questions, puisque à l'âge de 21 ans, jeune adulte, je découvre la Guadeloupe, puisque je suis née, je suis ce que j'appelais une Guadeloupé 2, née en France hexagonale. Et donc, j'arrive à l'âge adulte ici, je commence ma carrière d'artiste et je pose des questions sur mes apports. Je me tourne à droite, je vois que j'ai des ancêtres africains. Je me tourne à gauche, j'ai des ancêtres indiens, puis je creuse encore un petit peu, j'ai des ancêtres amérindiens, des ancêtres européens. Et ça fait beaucoup quand même, mais je trouve ça tellement passionnant. Mais j'embarrasse tout le monde parce que je pose des questions, parfois des questions auxquelles on ne peut pas répondre en Guadeloupe. Et là, je commence à échafauder l'idée, je caresse le rêve, en fait, de partir à l'extérieur. Donc, tout de même, dans un premier but, je partais en Chine. Ça n'avait rien à voir avec le fait que je personnalise plus les origines indiennes. Mais, et puis, voilà.
J'ai eu un oui de l'attaché culturel de l'ambassade de France en Inde, et j'ai fait ni une ni deux, je suis partie. Donc effectivement, c'était vraiment pour faire des recherches sur la coloration textile, puisque à cette époque, j'utilisais comme médium la soie. L'Inde étant un pays où on utilise la soie couramment. Donc je suis allée pour ça, mais j'avais quand même une directive de recherche. Quelle est la place de l'art dans le rituel? Par qui il est maintenu? Et donc j'ai découvert que c'était par la femme. Et c'est ce qui m'a fait partir très loin. Et ce qui était une bourse d'1 an, c'est soldé par une aventure qui a duré presque 30 ans en fait. Voilà. Alors justement, grâce à cette expérience, aujourd'hui, que penses-tu de la position de la femme de nos jours? Je pense à la position de la femme extraordinaire. Elle a maintenant tellement d'endroits, tellement de places où se mettre, que si elle ne trouve pas la sienne, c'est qu'elle n'a pas vraiment réfléchi. Mais comme toute chose, le plus peut être dérangeant ou peut être endommageant. Donc en fait, la femme reste toujours à se poser la question de savoir est-ce qu'elle est à la bonne place. Mais pourtant, quelle évolution! Dans le pays où j'étais, dans mon pays d'adoption, là, en Inde, le nombre d'années sur lesquelles je suis restée, j'ai accompagné des femmes, des jeunes filles qui sont devenues des mères, qui étaient des chefs d'entreprise, etc. Et combien ça a évolué! Il est vrai que dans la région où j'étais, ce sont les régions les plus alphabétisées. Donc une femme pouvait être chef d'entreprise. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces régions-là, c'est un système de matriarcat. Donc c'est la femme qui hérite. Donc j'étais dans des états privilégiés. Et en effet, c'était encore plus palpable là-bas, puisque nous avons tous les images véhiculées par les médias de femmes qui sont vraiment au ras du sol, etc. Mais j'ai retrouvé dans tous ces pays asiatiques nos fameuses femmes potomitan. Ouais. Alors, je crois que justement, c'est le lien que tu as voulu nous montrer au travers de cette exposition qui court encore à la Galerie Émergence Art à Petit-Bourg. Et tu nous proposes donc les rituels féminins. Est-ce que, avant qu'on passe à 2 d'entre eux, parce que voilà, tu nous proposes une longue exposition de plusieurs œuvres d'art, est-ce que là, tu peux déjà nous faire une introduction sur ce que c'est que ces rituels féminins que tu as donc pu expérimenter toi-même sur place? Oui, bien entendu. Alors déjà, j'ai appelé ça rituel féminin puisqu'il s'agit de dessins qui sont faits exclusivement par des femmes. Et par une femme, moi, je présente ce rituel en l'occurrence du kolam. Alors on dit un kolam et des kolangal, qui existe depuis à peu près 13 000 ans. Donc c'est un dessin. On va dire que j'aime bien cette petite phrase, cette petite discrétion. Le matin, à 4 heures du matin, on se promène, le jour est à peine levé, et on va voir de nombreuses silhouettes, très graciles, très gracieuses, de femmes avec la cassure, joliment courbée, avec dans la main gauche une coque de noix de coco remplie d'une poudre blanche, et de la main droite, elles vont juste laisser filer la poudre et faire ces dessins. On pourrait les appeler des dessins kabbalistiques ou etc. Ce sont des dessins mathématiques. Des chercheurs infiniment grands se sont penchés là-dessus et ils disent qu'ils étaient les précurseurs du système binaire. Bon, moi, j'ai pas été jusque-là. Ce qui me touche, ce qui est important, c'est que pendant ces 13 000 années, les grands-mères de nos grands-mères ont appris aux petites filles à faire des dessins. Et ces dessins, bien sûr, sont des dessins, il y a, on va dire, la forme purement académique, ce sont des dessins qui ont des significations, des lignes qui se croisent et s'entrecroisent, et qui sont autour de points. Le point, ça peut être sa famille, mais le point central, ce sera elle.
Et donc, c'est le seul moment dans la journée où elles ont un moment à elles. Voilà ce qu'est le kolam. Un dessin intrinsèquement intime, c'est son intimité. Et là, ça pourrait être aussi associé comme à une sorte de prière, une méditation, prière, et donc on trace ces demandes, on les personnalise avec cet entrelac de traits. Puis à la suite, on y a mis des formes, comme des lotus, comme des soleils, comme des oiseaux, etc. Alors j'ai vu que ces dessins justement, qu'elles soient dessinées donc par ces femmes, alors les mères, les grands-mères et ensuite les jeunes filles, a un sens aussi assez spirituel où de ce que j'ai pu comprendre, c'est un appel aussi aux divinités. Donc il y a un sens profond finalement dans ces dessins. Eh bien oui, alors comme je disais, c'était bien avant les religions, donc on parle de femmes chamanes et qui ont introduit cette chose-là. Et effectivement, on parlait de la demande aux 4 éléments. La demande, c'est une demande cosmogonique, c'est sur le cosmos, c'est une demande à l'univers. Donc ensuite, les religions sont arrivées. Donc il y a effectivement des kolangals qui sont, donc en Inde, on sait qu'il y a beaucoup de dieux, donc on en connaît, Ganesh, etc., etc. Mais vous savez que dans le monde entier, toutes les religions s'assemblent. Et il y a maintenant, aujourd'hui, en tant que chercheur, j'ai étudié les kolams chrétiens, alors qu'à la base, c'est simplement, il y a les kolams musulmans, etc., etc. Donc oui, c'est, je dirais, tout s'assemble. Il y a une chose qui est importante à dire, c'est que le kolam ou les kolangas sont les précurseurs du mandala. Donc ce que j'aime un peu à dire, c'est que les hommes nous ont chippé nos dessins. J'ai tout le respect que j'ai au moine tibétain. Mais voilà. Alors, avant de passer à la deuxième partie de l'émission Chronique Arts, je voudrais que tu puisses nous dire qu'est-ce que tu retiens finalement de toutes ces années à l'étranger, si je puis dire, dans ces pays asiatiques. Alors, je suis fondamentalement une caribéenne. Et il a fallu que je m'apaise un petit peu. Je ne comprenais pas et j'étais trop dans l'enthousiasme, dans le palpable. Et en étant là-bas, je me suis heurtée à ce que j'appellerais une inertie, c'est-à-dire comme un truc invisible, comme un verre invisible. Et soudainement, j'avais une personne en face de moi et soudainement, je n'existais plus pour elle. Ça, je l'ai découvert et j'ai effectivement appris à le faire. C'est-à-dire que tous ces gens-là asiatiques, que ce soit en Inde, en Chine, ils ont la capacité, parce qu'on ne leur a pas retiré, d'être en communication directe avec leur, en anglais on dit inner heal, leur intérieur. Quand ils sont dans des moments de souffrance intense, quand ils sont dans des moments de joie intense, eh bien, tout se passe par les yeux. Il y a, c'est assez difficile à exprimer avec des mots occidentaux. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient dans la main de l'univers, dans la main de Dieu, de Mahomet, de Bouddha, whatever, quel que soit. Ça n'a plus rien à voir avec vraiment le fait religieux. Ça a à voir avec, nous sommes une petite partie de... Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'énergie et tout est recentré donc à l'intérieur, c'est bien ça? Oui, oui. Et donc, on pense que ces personnes sont fragiles parce que souvent, là-bas, ils ne mangent pas toujours à leur faim, ils sont faibles, etc., etc. Mais il y a des générations et des générations de personnes de leur famille qui ont été éduquées dans ce sens. En fait, c'est ce qui nous manquait. Maintenant, je reste toujours créole, c'est-à-dire que j'ai mes enthousiasmes bien vitaux, mais je sais aussi, lorsque je fais cette pratique de main, donc parce que le kolam, pour moi, est une pratique de main, une pratique un petit rituel, où je me mets moi et moi. Ce que je dis, c'est mon intimité que je révèle avec ces dessins, mon intimité de femme. Mais c'est surtout la valeur de l'amour inconditionnel.
ça a l'air, parfois ça peut être effrayant quand on le dit. Avant, ça me faisait, je disais oui, bon, on plane. Et en fait, je plane pas du tout. Je sais que c'est quelque chose que l'on ressent. Et quand je fais ça, j'ai une joie extrêmement intense. Je mets sur le papier, alors je fais mes points, puisque j'ai dit on commence par un système de points impair. Et ensuite, ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce que je demande à l'univers, ça va se faire tout seul. Et je me sens intensément heureuse après. Donc c'est ce que j'ai, entre autres, c'est ce que j'ai appris. Le ressenti interne, celui qu'on ne voit pas, celui qui est impalpable, est en fait extraordinaire. Ça nous permet de nous sortir de toutes les situations. On a le droit de pleurer, on a le droit d'avoir mal, on a le droit d'être en colère. Mais la vacance, se faire des vacances, c'est respirer. Alors quoi, on dit zen, on dit négatif, positif, je suis même plus dans tout ça. C'est cette voie du milieu, où il n'y a plus de noir, plus de blanc, plus de yin, plus de yang, juste être bien là où on est. Alors j'ai du travail quand même. Bien, justement, on demande à nos auditeurs et à tous ceux qui nous écoutent de rester connectés. Dans un moment, justement, nous allons découvrir avec Tikai au moins deux de ses œuvres, de façon à ce que nous explique l'impact de cette découverte. À tout de suite. De Radio Côte Caraïbe, vous êtes donc toujours dans Chronique Arts et nous sommes avec donc Tikai qui va maintenant nous présenter deux de ses œuvres, deux kolam ou kolangal qu'on dit au pluriel. Si, voilà, au pluriel. C'est ça. Tout à fait. Donc on va commencer par celui, tu nous disais à l'instant, traditionnel. Est-ce que déjà pour nos auditeurs, tu peux nous donner une description de façon à ce qu'on puisse petit à petit rentrer avec toi dans ton univers? Alors, pourquoi je l'intitule traditionnel? C'est que là, il n'y a aucune influence caribéenne. J'y ai mis, dans ce dessin de ligne, j'y ai mis des symboles des symboliques indiennes, comme par exemple le pan, qui signifie la royauté, etc., le lotus et tout. Donc ça, c'est traditionnel. C'est déjà, on va dire, un kolam qui est contemporain, puisque avant ça, ce n'était qu'un ensemble de lignes. Donc celui-ci, il est contemporain, on va dire, dès le 19e siècle, on faisait déjà, on avait des représentations graphiques d'animaux, puisque là-bas, tout est divinité, donc le pan, c'est la royauté, etc., etc. Donc ce kolam, je l'ai appelé Tangam Nilam. Tangam Velam Nilam. Alors Nilam, ça veut dire couleur, donc je n'ai pas donné de nom. J'ai donné de nom de série, donc il est dans la série Spirit, mais pour le kolam proprement dit, je me suis amusée à utiliser les noms des couleurs. Donc Vela, c'est blanc, donc là on a ce dessin est en blanc, et Tangam, c'est doré, or, parce que il y a de l'or, voilà. Et on pourrait s'amuser comme ça. Ceci dit, en Inde, dans ces pays-là, tout est symbolique. Donc la couleur, donc j'ai parlé tout à l'heure des symboles comme là le pan ou le lotus, veut dire quelque chose. En fait, c'est une écriture. C'est une écriture. Et on pourrait dire, seuls ceux qui ont été enseignés peuvent comprendre l'écriture. Mais le monde moderne veut qu'on facilite tout. Et c'est comme ça que sont venues, justement, les écritures de kolam d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore l'occasion donc, de voir ce travail, est-ce que tu peux nous donner des éléments techniques, donc la dimension de ce dessin, parce que là, il est en l'occurrence encadré. Oui. Et puis, effectivement, il me semble, il a un léger rosé qui l'accompagne. Oui. Donc, tu disais que tout était sens. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui. Alors, donc, ce sont des encres qui sont faites sur
papier aquarelle. Celui-là, c'est un papier aquarelle noir. Et donc, il y a en fond, il y a l'application de couleurs à l'or. Donc, ce sont des encres avec du véritable or. Et la dimension, c'est un 24-32 cm. Donc, c'est des petites dimensions que j'ai fait. Mais parce que c'est un dessin qui est très non, j'ai le mot en anglais mais pas en français, qui est très détaillé. Il y a beaucoup de petites choses, comme une dentelle en fait, et donc énormément de petites choses à mettre, comme ce que vous connaissez sous titre de mandala. Bon, il y a autant de petites choses. Donc je vous ai dit que le rose, ça représente, c'est toujours la symbolique du lotus. Dans toutes les épopées, on parle du lotus, de la femme au lotus, de la déesse au lotus, qui veut dire, ça veut dire pas mal de choses. Et la déesse au lotus, c'est Lakshmi, c'est celle de l'argent. Il faut savoir que tous ces dessins sont des dessins qui sont faits donc avec, on a compris, l'amour universel. Ce sont des dessins qui ne peuvent être que auspicieux. En fait, ce sont pratiquement des porte-bonheur. Et je l'ai fait aussi dans ce sens, que ça soit le traditionnel ou le créole. Je l'ai fait dans le sens d'apporter cet amour universel que je ressens quand je le fais à le futur acquéreur. C'est une transmission, c'est juste un relais. Et et bien qu'il ait effectivement un bel endroit et une belle famille qui l'accueille. Voilà. Ça, c'est valable d'ailleurs pour les deux types de Kolangal. Bien, alors on va bien entendu passer au deuxième, où là il y a une touche créole. Donc restez connectés, et dans un petit instant, assez rapidement, on vous tient encore un petit peu pour découvrir donc ce deuxième kolam, et donc dans la série des Kolangal. Chers auditeurs, ça y est, nous nous revoilà pour cette deuxième partie de la deuxième partie, on va dire. On est toujours donc avec Tikai, vous êtes toujours sur Radio Côte Caraïbe dans Chronique Arts, et on va découvrir ce deuxième dessin, ce deuxième kolam qui concerne maintenant, qui a une touche créole. Alors je vais laisser Tikai nous en expliquer pourquoi justement elle a voulu y mettre cette touche locale, si je puis dire. Alors, j'ai voulu mettre cette touche locale, créole, parce que de toute façon, moi, je suis créole, même si je suis guadeloupé, indo et tout ce qu'on veut. Criollo en portugais, ça voulait dire mélange, c'est mélange de. Et je me sens tout à fait à l'aise dans ce truc-là. Alors, il fallait bien que je fasse ça aussi avec mes Kolangal. Et d'ailleurs, je dois dire que j'ai commencé même quand j'étais à Pondichéry, chez moi. Et mes copines, celles qui m'ont enseigné ça, elles disaient « Waouh, c'est super !» Elles étaient quand même bloquées dans leur truc, elles ne pouvaient pas faire ça. Et moi, voilà. Alors, créole, parce que d'abord, j'ai dans tous ces petits symboles qu'on voit partout, il y a comme donc cette écriture de dentelle sur ces collams, il y a, je vais introduire une rose de porcelaine, qui est là, on revient au rituel féminin, puisque pour moi, la rose de porcelaine, c'est, on va dire, le lotus, puisqu'il y a tellement de pétales qui représentent la versatilité féminine, etc. On va voir des symboles aussi de l'Égypte, on va voir des symboles de l'Islande, mais mon plus beau symbole caribéen, c'est la femme. Parce que je me rappelle que quand je suis arrivée à l'âge de 21 ans, et que je regardais les gens, j'étais aimée. Waouh! Pourquoi? Parce que en Lorraine, il n'y a pas beaucoup de gens colorés. Et en tant qu'artiste, les couleurs de peau, mais vraiment, ça a été sublimé. Et là, j'ai commencé
à dessiner des corps de femmes. Et ces corps de femmes, de nos belles et fières caribéennes, je les ai mis dans mon collame. Alors je vais un petit peu décrire. Le collame de prédilection que j'ai choisi, c'est celui qui fait une flamme qui monte vers le haut, qui entoure le corps, celui que j'ai voulu positionner, qui va faire une boucle sur la droite, qui va redescendre pour faire une flamme vers le bas, qui va faire une boucle sur la gauche et qui va rejoindre la flamme du haut. C'est tout simplement parce que je trouve que bien la femme est la création la plus aboutie. La plus aboutie, ça n'a rien à voir avec le féminisme. C'est tout simplement parce que elle détient la matrice. Elle est la création. Et puis création, c'est elle. Voilà. Donc le kolangal créole, c'est des adjonctions de ma Guadeloupe, mes Guadeloupéennes, des adjonctions de tout ce que j'ai pu un peu piquer un peu partout. Et encore une fois, quand je fais ce dessin, je dis pas je vais faire un dessin de femme. Je fais mon collame et le dessin vient tout seul. Ce sont des formes pensées que j'ai. Et là, comme tu disais, je le transforme et je le mets sur le papier. Voilà, c'est fait avec des encres. Hein. Alors justement, pour rappeler aux auditeurs qui n'ont pas l'occasion donc de voir encore une fois ce travail, on est sur quelle dimension pour celui-ci qui est plus créole? Alors celui-ci, c'est une dimension de la moitié, 16 cm par 24. Et voilà, puis il y en a encore des plus petits. Alors, puisque je suis à l'antenne, moi je dirais que cette exposition, elle peut circuler en Guadeloupe. Donc s'il y a des personnes, des lieux, que ce soit des lieux privés ou municipaux, petits musées, etc. Eh bien, bien que je souhaite tout vendre, hein, c'est ça aussi. Mais de toute façon, rassurez-vous, comme ce sont des pratiques de main que je fais tous les jours, j'en ai beaucoup. Alors, ça veut dire aussi, quand on a de telles dimensions, qu'on peut facilement y trouver son bonheur oui. Et pouvoir l'installer chez soi. On rappelle assez souvent. Alors, est-ce que ça veut dire, on a dit tout à l'heure, qu'on souhaite la bienvenue, les femmes en tout cas en Inde, oui. Quand elles posent ce collame, c'est pour aussi souhaiter la bienvenue. Oui. C'est un accueil, un appel aussi à la prospérité. Est-ce que ça veut dire qu'il est forcément placé à l'entrée de la maison, par exemple? Eh bien, comme il est auspicieux, puisque nous recevons, au contraire, c'est effectivement quelque chose qui permet que le visiteur soit imprégné de la bienvenue que nous lui faisons. Les kolangal, on en fait pour les fêtes, les mariages, les baptêmes, toutes ces choses-là. Et c'est vrai que c'est souvent à l'extérieur. On en fait aussi, alors les kolangal de fête, ce sont des choses magnifiques. Comme vous avez vu les mandalas, c'est aussi fabuleux. Et c'est là, par contre, ça va être fait avec des fleurs, des choses comme ça. Moi, on m'a dit de ne pas couper les fleurs, alors je ne vais pas en faire. Non, mais c'est vraiment, ce sont vraiment des dessins qui apportent l'apaisement, la joie, la protection, et c'est toujours fait dans le sens du don et du don de la personne qui reçoit. Et aussi de la bienveillance, si je puis dire. Ah oui, absolument. Alors, jusqu'à présent, il ne m'a pas été rapporté, ou je n'ai pas trouvé dans mes recherches, des intentions néfastes. Ça n'existe pas. Les peuples indo-européens sont des gens qui sont éminemment spirituels, même quand ils le savent pas, ils n'ont pas les mots, mais ce sont des générations de gens qui travaillent avec leurs deux cerveaux déjà, et qui sont vraiment intériorisés. Un asiatique n'est pas forcément, vous verrez, donc on ne va pas serrer la main, on va joindre les mains, que ça soit en Inde, au Japon, en Corée, etc. C'est vraiment à l'intérieur.
Et c'est une force insoupçonnable. On a vu Monsieur Gandhi dans ce qu'il a fait de bien, comment il a retourné l'envahisseur de presque 200 ans, il les a jetés, quoi. Et tout simplement avec cette force d'inertie. Donc moi, je trouve que c'est costaud et donc ça peut être effectivement une belle idée cadeau pour le début d'année. C'est aussi pour ça que j'ai voulu exposer à ce moment-là. On finit une année, on commence une année et quoi de plus plaisant que de s'offrir un petit collab pour se donner encore de la force. C'est un collab que j'ai fait avec très sincèrement énormément de belles choses à l'intérieur. Bien, on va te remercier, Tikaï, pour ce moment de partage avec nous et surtout demander aux auditeurs qu'on les invite à cet accueil spirituel en ce début d'année 2023, ce moment de recueil et pour se retrouver soi-même. Je crois que finalement, le monde en a bien besoin. Merci encore pour ce moment partagé et à vous, nos auditeurs, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Chronique Arts. À bientôt et restez connectés sur Radio Côte Caraïbe. Merci à vous.